Apparue en 1980, elle est la digne héritière d'une longue lignée de sportifs de tourisme estampillés du losange. Elle a conquis les routes les plus difficiles des rallyes internationaux et a donné naissance à l'une des voitures de série les plus spectaculaires. Voici l'histoire de la Renault 5 Turbo. Dès l'après-guerre, Renault va s'investir en compétition, notamment en rallye par le biais de ses productions de grandes séries, à commencer par les 4 chevaux et Dauphine. 5, 4, 3, 2, 1, partez! En 1964, c'est au tour de la mythique R8 Gordini de faire son apparition. À son volant, de futurs grands pilotes vont se révéler, grâce évidemment à la fameuse coupe R8, une formule de promotion très spectaculaire. La R8 Gordini passe le témoin à la R12 du même nom en 1970. Une transition délicate puisque la R12 Gordini n'est pas une propulsion, mais une traction avant. Côté rallye, c'est Alpine intégré à Renault en 1973 qui défend avec succès depuis le milieu des années 60 les couleurs de la régie grâce à ses fameuses berlinettes. En 1975, les activités sportives de Renault sont regroupées au sein de Renault Sport, la nouvelle filiale compétition dirigée par Gérard Larousse. Mais c'est à un autre homme du service produit que l'on doit l'idée de la Renault 5 Turbo, Jean Terramorci. Lancée en 1972, la R5 constitue l'un des grands succès commerciaux du début des années 70, au point de devenir, plus qu'un effet de mode, une véritable révolution parmi les citadines modernes. Modèle économique, à la forte image de marque, la populaire petite Renault représente la base idéale pour développer le projet 822, la future bête de course de la régie, sous la direction de Michel Tétu. La voiture semblait petite. Malgré tout, une petite voiture peut avoir des atouts si elle est bien équilibrée, si elle est fiable et si elle est performante en tant que rapport poids-puissance, accélération, tenue de route, liaison au sol, freinage, etc. Pour définir en fait le créneau dans lequel on devait se situer au niveau de la compétition, on a choisi une motorisation qui était à l'époque dans la lignée de ce que développait Renault, donc le turbo. Ce qui nous permettait, en respectant le poids, d'être au niveau compétitivité assuré de bons résultats. On s'est posé la question, savoir faire une traction avant ou une propulsion arrière qui ne pouvait être que moteur central. La solution du moteur central, elle permettait d'une part d'avoir un centrage des masses très intéressant, d'autre part de dégager sur l'arrière toute la partie motrice, échappement, enfin tout ce qui est un petit peu contraignant devant quand il faut le passer derrière. Malgré tout, il y avait deux gros problèmes. Le problème principal était l'évacuation des calories du moteur. Le deuxième point qui était contraignant, c'est que Gérard Larousse souhaitait, et il avait raison, que cette voiture puisse faire des rallyes africains sur lesquels il y a des fois des manques au niveau des assistances et où on peut se retrouver sur des étapes très longues en difficulté d'approvisionnement de carburant. Donc il m'avait dit, moi je veux qu'on mette 90 litres au moins. Alors les bases étaient donc jetées, tout le monde était d'accord. Donc je pensais que pour avoir une coque de R5, il suffisait de faire ça, qu'elle allait arriver, etc. Pas si simple que ça. Heureusement, on a fait une demande, etc. C'était pas très simple.
Et finalement, c'est grâce à Patrick Landon qui lui m'a dit, mais attends, moi, je vais t'en faire approvisionner une bien plus rapidement. Et nous avons donc pu recevoir notre première coque, dite ferrée, il y avait les portes, il y avait tout. Et on a regardé ça, on a dit, bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de mettre le moteur là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pratiquement découpé toute la partie arrière. On a démonté les ailes, enfin, vraiment essayé de mettre la coque à nu telle qu'on imaginait pouvoir l'utiliser pour faire ce projet. On est arrivé à implanter un petit treillis tubulaire qui reprenait en fait tous les efforts, qu'on a refixé dans la coque et qui nous a permis de monter le groupe tel qu'on l'avait imaginé, le petit moteur de 4 cylindres, un turbo, une boîte de vitesse assez conséquente mais directement dérivée de la série. On est donc parti comme ça. La voiture a donc été réalisée assez rapidement et on est donc arrivé à avoir un proto roulant, donc à Dieppe. Et cette voiture, on n'osait pas la sortir, bien sûr. Et Gérard Larousse a décidé que finalement, on ferait un roulage assez secret, donc le soir, la nuit, dans la campagne dieppoise, autour de l'usine, pas trop s'éloigner. Donc on est parti, la voiture dans un petit camion bâché. Et finalement, on est arrivé dans une petite zone qui avait été bien cernée. Et là, donc c'est Gérard Larousse qui a commencé à faire les premiers essais. Il a fait un premier tour, tout seul, je me souviens, ou avec un mécanicien. Il a fait un premier tour avec un mécanicien et il est revenu. Il a dit, bon, ben, ça marche, il y a des petits trucs à voir, bon, mais ça marche. Donc, c'est premier contact sympa. Le premier essai, en fait, était fait à l'Hardy, sur la piste d'essai de la régie. Et là, on a commencé petit à petit, après vérification du bon fonctionnement du système, on a commencé à attaquer, entre guillemets, notamment sur la piste rapide, qui a permis de valider également un des objectifs du cahier des charges, c'est-à-dire que la voiture était capable de dépasser 200 km/h. Parallèlement à l'élaboration de la mécanique, l'équipe d'Yves Le Gall au Centre Style Renault va s'occuper du design. Nous avons donc réalisé une première maquette chez Berton sur une base d'une Renault 5 Alpine. Cette voiture étant terminée et revenue au design Renault, elle a été jugée excellente et le projet a donc été validé et a continué. Une deuxième maquette avec le cahier des charges compétition est élaborée. À partir de ce moment, la prise en charge du design est faite à Dieppe au Berex. Le cahier des charges a considérablement évolué par rapport à la première maquette exécutée chez Berton. Les voies ont augmenté énormément, les roues sont pratiquement doublées de largeur. Donc on arrive vraiment à une bête de course. Cette voiture sera présentée au Salon de Paris 78. L'intérieur est équipé d'une planche de bord relativement nouvelle, avec un compteur sans visière, avec quelques accessoires spécifiques. Nous avons également dessiné des sièges qui sont très futuristes, telle la voiture un peu de référence qui était la Lancia Stratos de l'époque. La création d'un modèle tel que la 5 Turbo est forcément passionnante par son dérivé sportif. Et l'avantage que j'en ai également trouvé dans cette réalisation est l'utilisation avec un ami qui s'appelle Alain Serpaggi, la participation de 3 années de compétition. Donc faire la création de l'auto et participer à sa vie réelle était une chose fabuleuse. Présentée en 1978 et commercialisée en juillet 1980, la Renault 5 Turbo constitue un pari audacieux pour la régie, qui fait ainsi entrer la technologie du turbocompresseur dans ses modèles de grande série. Des lignes acérées, un look résolument agressif, la Renault 5 Turbo a tout pour reconquérir la clientèle sportive qui cherche désespérément une véritable héritière à la berlinette alpine.
Travaillée dans ses moindres détails, la voiture étonne aussi par le design futuriste de son habitacle. Mais la plus grosse attraction se situe à l'intérieur du véhicule. Le petit bloc 1400 Cléon, bien calé derrière les sièges, souffle désormais 160 chevaux à 6000 tours minute et emmène la voiture à près de 200 km/h. D'abord livrée uniquement dans des teintes vives, rouge ou bleu, la Renault 5 Turbo choque nombre de clients potentiels, déjà refroidis par un prix de vente élevé. En juillet 1982, Renault va donc proposer des teintes plus discrètes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si la Renault 5 Turbo est un succès concernant l'image de marque, son coût de production et son prix demeurent cependant trop élevés. À l'automne 82, Renault décide donc de lancer la Turbo 2. À l'extérieur, seuls quelques petits détails vont changer, car c'est surtout l'habitacle qui est profondément remanié. La planche de bord et les sièges, plus traditionnels, sont désormais issus de la Renault 5 Alpine. Toutes ces modifications font prendre 30 kg à la voiture, d'autant que les portes, haillons et pavillons de toit vont troquer l'aluminium pour de l'acier meilleur marché. Identique à la première version sur le plan mécanique, la Renault 5 Turbo 2 conserve les mêmes qualités que sa devancière. Accélération, tenue de route et freinage permettent à l'auto de faire partie du cercle très fermé des sportives les plus efficaces de l'époque. La présentation moins exclusive de la Turbo 2 impliquera une baisse sensible du prix de vente et une hausse significative des commandes. Au total, ce sont environ 4870 Renault 5 Turbo qui seront ainsi vendus entre 1980 et 1986, dont près de 3180 Turbo 2. Davantage qu'un succès commercial, Renault tirera de cette aventure une réussite technique et sportive. Car avant tout, la Renault 5 Turbo est une voiture conçue pour le rallye, où elle va briller durant 6 années sous la direction de Patrick Landon, en assurant de concert avec la Formule 1 une formidable image de marque à Renault. Je pense que la première chose dont on peut parler, c'est la première épreuve. Première épreuve sportive qui est importante, puisqu'on va comparer la voiture aux performances de nos concurrents. Et là, on part en Italie. Alors pourquoi on part en Italie? Pourquoi pas faire une épreuve plus près? Tout simplement parce que la voiture était un prototype, elle n'était pas homologuée. Et la seule épreuve connue en Europe qui permettait d'engager un prototype, c'était le Tour d'Italie. La voiture part, fait un scratch et malheureusement va abandonner pour un problème turbo. Donc Guy Fréquelin fait une performance incontestablement, de courte durée certes, mais on montre un petit peu le bout du nez et on montre que cette voiture était bien née. Elle n'avait pas que la robe, elle avait aussi les performances. Ainsi préparée, la Renault 5 Turbo va se jeter dans l'arène. Le plateau est relevé, il y a bien sûr la référence de l'époque, la Lancia Stratos, mais aussi les redoutables Fiat 131 Abarth et Porsche 911.
la voiture est homologuée en 1980 et on se lance dans une épreuve importante en France qui est le Tour de France automobile. L'équipage est constitué de cette fois-ci Jean Ragnotti et Jean-Marc Andrier. Donc 80, les choses commencent très bien, la bagarre est sévère, la voiture est spectaculaire et très rapidement, Darniche constate que la 5 Turbo est une voiture avec laquelle il faudra désormais compter. 20 mètres au chapeau, sur l'endroit Troyen-Bon, 3, l'endroit Troyen-Bon. Malheureusement, le collecteur se fend. Une première intervention nous permet de continuer dans de bonnes conditions, mais la deuxième fois, ce ne sera pas possible. Il faudra changer le collecteur, et changer le collecteur dans un environnement aussi complexe, on n'avait pas suffisamment de temps. François Bernard, qui est responsable technique à l'époque, qui deviendra à partir de 80 directeur technique, a bien compris toutes ces difficultés et va d'ailleurs pas mal évoluer dans le positionnement de l'environnement du collecteur, du turbo et de ses accessoires. Nous engageons la voiture homologuée dans sa deuxième épreuve, le Tour de Corse homologué. Et là, la voiture va faire un tabac. Malheureusement, Jeannot abandonne. Il était décidé que nous ne gagnerons pas le Tour de Corse cette année-là, bêtement pour une histoire de courroie. Et eh bien, on n'a pas eu le temps d'avoir un peu de tristesse ou de regret, puisque tout de suite est arrivé le Monte-Carlo. C'est con, hein. Ah, c'est Monte-Carlo, là. On aura Monte-Carlo. Avec Sperman. Monte-Carlo a été une grande victoire. Ça a été une grande victoire parce que finalement, la 5 Turbo n'avait couru que 3 épreuves avant de remporter une épreuve majeure. Et ce n'était pas n'importe quelle épreuve, parce que Monte-Carlo, c'est très difficile. La voiture commençait à être performante, mais imaginez une voiture dont le temps de réponse était d'1,5 seconde à 2 secondes entre le moment où vous accélériez et le moment où la puissance arrivait. Donc il fallait savoir improviser, anticiper, et il fallait être l'équilibriste que nous connaissons et qui s'appelle Jean Ragnotti. En 81, au rallye de Monte-Carlo, on a eu à un moment donné une spéciale qui était en descente avec la ligne d'arrivée dans une courbe à gauche. Il y avait pas mal de neige dans celle-là de spéciale, et j'ai voulu non pas en rajouter, mais j'étais peut-être 3 à l'attaque, et j'ai heurté un mur de neige avec l'arrière droit dans cette courbe gauche. Le mur de neige a bloqué l'auto, s'est mis sur les portes, et on est allé jusque la ligne d'arrivée, après la ligne d'arrivée au point stop, couché sur le côté. La victoire sourit à Renault qui prouve par cette occasion que sa voiture est aussi capable d'être fiable. Malheureusement, il vient de se prendre une décision qui va profondément marquer la carrière de la toute jeune Renault 5 Turbo. Gérard Larousse m'appelle dans son bureau et me dit « Patrick, le programme prioritaire de Renault en compétition s'affirme de jour en jour. Le programme compétition de Renault est la Formule 1. Il faut gagner le championnat du monde. » Et donc Gérard m'annonce que l'équipe rallye est réduite. Ça représentait une équipe environ de 70 personnes. Eh bien cette équipe, on va la réduire à 17 personnes. 17 fous furieux du rallye, inconditionnels du rallye et des épreuves routières. Le département rallye, désormais réduit, doit faire face à des équipes plus importantes. Renault fait alors le pari de proposer à sa clientèle sportive, qu'elle soit professionnelle ou amateur, l'évolution course de la 5 Turbo, baptisée Cévennes. En 1981, Bruno Sabi remporte le championnat de France des rallyes.
an plus tard, c'est au tour de Jean-Luc Terrier d'apporter à la voiture un deuxième titre de champion de France des rallyes. Comme notre clientèle sportive était vraiment notre quotidien, on a pu développer une 5 turbo tout type et qui a été, je pense, en volume et en palmarès, très significatif. « 80 mètres, droite à travers, serré droite. 30 mètres, droite à fond plus et 150 mètres. 150 mètres de chaperon et serré gauche. La 5 Turbo s'exporte ainsi en Afrique, où elle va même faire une brillante 4e place avec Bruno Sabi lors du rallye de Côte d'Ivoire. Mais la bagarre que tout le monde attend, c'est celle du Tour de Corse 1982. Elle va opposer l'équipage Ragnotti-Andrier à la Ferrari 308 d'Andruet et Biche. La course a été très serrée, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre dans les spéciales. Et puis nous l'avons emporté devant un pilote qui était réputé pour être le pilote qui connaissait le mieux le Tour de Corse. Il avait une voiture assez performante aussi. Ce n'était pas une Renault, mais on l'a eu à l'usure, je dirais. Et ça a été quand même une belle bagarre pendant 3 jours de course épique. « 1983 marque l'avènement des fameuses groupes B. Renault engage alors une nouvelle évolution de sa Renault 5 Turbo, baptisée Tour de Corse, dont la puissance passe à plus de 300 chevaux. Malheureusement, les contraintes de cette nouvelle réglementation et des problèmes de mise au point du train avant vont faire de la saison 83 une année pauvre en victoire. Les succès se trouvent à l'étranger, notamment en Grèce et en Espagne, où la Renault 5 Turbo remporte 2 titres nationaux. En 1984, la Renault doit faire face à une concurrence acharnée. Pour le championnat de France, on retrouve Jean-Claude Andruet au volant d'une Lancia 037, Bernard Béguin sur une BMW M1, Bernard Darniche avec une Audi Quattro ou encore Guy Fréclin qui pilote une Opel Manta 400. La priorité pour Renault est bien le championnat national. C'est donc sur celui-ci que vont se concentrer Jean Ragnotti et son copilote Pierre Timonier. La bagarre avec Fréclin, Darniche, Béguin et les autres fait rage. Mais Ragnotti va parvenir à imposer la Renault 5 Turbo dans des épreuves majeures telles que le Tour Auto, le Critérium Alpin Béra et le Rallye du Mont Blanc. C'est terminé devant Fréclin et Darniche pour le championnat. Au final, Jean Ragnotti obtiendra le titre, agrémenté d'une belle 3e place lors du Tour de Corse. La 5 Turbo va encore évoluer.
Et en 1985, c'est une nouvelle version qui entre en scène, avec près de 350 chevaux, la Maxi 5 Turbo. Là, vraiment, on a senti une grosse évolution dans le potentiel de la voiture, nettement en puissance moteur, en tenue de route. On avait des dimensions de pneumatiques plus importantes, enfin, un gros plus avec cette Maxi 5 Turbo. Et je crois qu'en dehors des victoires comme la Corse ou le 24 heures d'Ypres ou le Tour de France, je crois que les 6 mois, les 8 mois d'essai que nous avons fait avant les premières courses ont été déjà un très grand plaisir. Bouscari, Demeyer, Serpaggi, Bugalski, la liste des pilotes qui vont s'illustrer au volant de la Renault 5 Turbo est longue. La bombe de chez Renault peut même se vanter d'avoir révélé 2 pilotes qui vont devenir champions du monde des rallyes par la suite, Didier Auriol et Carlos Sainz. Il faut attaquer de toute façon, il faut faire des temps. Et quand Alain Prost va s'essayer au rallye le temps d'une course, c'est bien sûr au volant d'une Renault 5 Turbo qu'il le fera. Dans la course pour le championnat de France, François Chatriot joue de malchance et rate le titre de peu avec sa Maxi. Au Tour de Corse 85, malheureusement endeuillé par l'accident de Bettega, la Maxi 5 Turbo va faire une démonstration et montrer qu'il faut toujours compter avec elle. Malgré ses 2 seules roues motrices, Ragnotti va gagner avec brio devant la 205 Turbo 16 de Bruno Sabi, pourtant devenue la nouvelle référence en rallye. Les malheurs de l'année précédente oubliés, 1986 démarre en fanfare pour François Chatriot, qui va remporter le rallye des Garrigues, le rallye Alpin-Béra, le Tour Auto et le rallye du Var. La lutte avec Didier Auriol sur Métro 6, R4 est serrée et Chatriot se met à croire en son premier titre de champion de France lorsque son adversaire abandonne lors du Critérium des Cévennes. L'espoir sera de courte durée puisque la Maxi 5 Turbo, aux couleurs de la Diac, va connaître elle aussi des problèmes mécaniques. Mais c'est un tout autre sujet qui préoccupe le monde des rallyes. Depuis 1985, les groupes B vont trop vite et se retrouvent dans le collimateur de la fédération. T'es en tête, t'es peinard, t'as rien à foutre et ça casse, de toute façon. La dernière victoire, je dirais, significative de la Renault 5 Turbo, c'est le Tour de Corse automobile 1985. Malheureusement endeuillé par la mort de Bettega, les groupes B vont trop vite. Le législateur, à juste titre, arrête les voitures. Il aurait pu les continuer en enlevant le turbo. Peut-être que la solution aurait été plus simple. C'est un avis personnel. Mais on arrête les groupes B. Il faut alors trouver une autre discipline où engager la Renault 5 Turbo. Ce sera chose faite avec la Superproduction. Cette voiture, on va en engager 3 en 1987, avec des garçons aussi performants que Ragnotti, Jean-Louis Bousquet et Eric Comas. Et nous allons gagner le championnat de France de Superproduction.
La Maxi 5 Turbo va terminer sa carrière avec une version à 4 roues motrices qui va permettre à Gérard Roussel d'enlever le championnat de France de rallycross en 1987. Pour cette dernière victoire officielle en 1988, la Renault s'offre la prestigieuse épreuve des 24 heures de Chamonix avec l'équipage Roussel et Ragnotti et vient d'ajouter un dernier grand succès à son palmarès, déjà bien rempli. Au cours de sa longue carrière en compétition, la R5 Turbo a donc connu nombre d'évolutions, tant sur la mécanique que sur le châssis ou l'aérodynamique. De 160 chevaux en version de série, elle va pratiquement atteindre les 400 chevaux en superproduction, sa dernière évolution. Son palmarès éloquent en rallye ne doit par ailleurs pas faire oublier une très belle carrière en circuit. Si la Maxi 5 Turbo Superproduction est connue, il faut aussi compter sur la Cup, dont les épreuves ouvraient les Grands Prix de Formule 1, en assurant un spectacle de qualité et des bagarres endiablées. Mais celui qui reste le mieux placé pour évoquer toutes les qualités de cette extraordinaire automobile reste Jean Ragnotti. Il aura en effet connu toutes les évolutions de cette bête de course. Nous vous proposons de l'accompagner pour un galop d'essai, afin qu'il nous livre quelques souvenirs et ses impressions de pilote. C'est la voiture du Tour de France Auto 83-84 et elle fonctionne encore très très bien. Là je la conduis tranquillement, mais sinon si on voulait vraiment faire beaucoup de choses avec, on pourrait encore à la de Borest comme on dit. Et cette voiture était, je dirais, c'était un jouet pour grandes personnes parce que elle était tellement maniable qu'on se donnait vraiment plaisir au volant, surtout bien sûr sur des petites routes style Cévennes, style Tour de Corse, où là les virages avaient une importance importante pour cette voiture qui était d'une très très grande maniabilité et d'une efficacité. Alors elle avait un avantage, c'est qu'elle avait quand même dans sa version ici Tour de Corse 320 chevaux et 920 kg. Donc des voitures comme on n'a plus actuellement. Dans l'ère moderne, les voitures font toutes plus de 1100 kg et pas plus de 300 chevaux, 320 chevaux. Nous avons eu donc une période là jusqu'à la Maxi 5 Turbo, où là c'était le top du top. On avait 350 chevaux en rallye avec des suspensions évoluées par rapport à la Tour de Corse, avec un moteur beaucoup plus souple, un comportement entre les deux routes très régulier, très facile à piloter. Et puis il y avait la version aussi, qui n'était pas une version rallye, mais la version superproduction, qui avait presque 400 chevaux et qui là vraiment déménagé bien. Mais sinon on peut dire que dans la période
80-85 sur asphalte. En ce qui concerne l'asphalte, en tout cas, nous avons eu la voiture automotrice propulsion la plus rapide au monde. Alors, bon, en 83, effectivement, il n'y avait pas encore, comme aujourd'hui, les boîtes séquentielles sur les voitures de rallye, mais malgré tout, la boîte de vitesse était assez rapide, avec un étagement pas mal du tout. On avait une vitesse de pointe aux alentours de 200 km/h. Et pour l'époque, c'était le bon compromis performance-vitesse. Et avec un autobloquant de 45%, on a essayé des autobloquants beaucoup plus forts. Mais on est resté souvent avec des autobloquants de force moyenne, je dirais. Parce que pour garder l'agilité de la voiture, il ne fallait pas être trop bloqué derrière. Le petit moteur 1400 turbo développait pas mal de puissance, mais il était tout petit, tout léger. Et là, on pouvait donc avoir, pour les ingénieurs qui ont travaillé sur la voiture, sur le châssis, c'était quand même plus facile à gérer qu'un très gros moteur. Et la direction, sans être une direction lourde, était quand même très directe. En ce qui concerne les rallyes eux-mêmes et la course, j'avais des notes très spéciales où on était très peu à utiliser ce style de notes-là. C'est des impressions de conduite, plus des impressions des trucs qui étaient... la plupart des pilotes avaient des vitesses ou des rapports de boîte. Et moi, j'avais des vitesses des bons, des moyens, des très bons. 20 mètres gauche à fond, sur long droite, moyen bon, 3. Long droite, moyen bon. Par exemple, je pouvais avoir 50 mètres, droite à fond, et 100 mètres, épingle gauche, sur long droite moyen, ouvre bon, 50 mètres, gauche très bon, referme moyen, et droite à fond plus. Enfin, c'était plus des impressions que des notes de précision, parce que les vitesses, c'était des notes très précises. Alors que là, ça me laissait un éventail beaucoup plus large. Et pour moi, c'était qui conduit beaucoup à l'instinct, parce que je suis un pilote un peu d'instinct. Et ça me donnait une marge de passage dans les courbes plus importante. Gauche, droite est très bon, et 80 mètres, droite est très bon, ferme bon, coupé, très long gauche, moyen, 2. Quand on a envie d'acheter une R5 Turbo, il faut être très vigilant. Parce que Renault, à l'époque, quand ils ont construit les 5 Turbo, c'était pour la compétition automobile. Donc les 1500 premiers exemplaires de la Turbo 1 ont servi à la compétition. Donc c'est déjà en premier vérifier les numéros de châssis du véhicule. La plaque constructeur se trouve sur le passage de roue avant droit. Le numéro de châssis, lui, se trouve à l'avant du siège avant droit. Bon, déjà une fois qu'il y a concordance avec la carte grise des numéros de châssis, c'est de bien visualiser déjà en prenant du recul, de voir si la voiture n'a pas été éventuellement repeinte et de faire attention comment elle a été repeinte et de vérifier tout ce qui est partie carrosserie en ouvrant le capot avant. Les passages de roue doivent pas être froissés suite à un choc. Vérifiez bien les appliques de phare, le positionnement des phares avant, bien qu'à l'origine les phares d'R5 Turbo n'ont pas un bel ajustage. Sur cette voiture, on voit encore les étiquettes avec les références peinture, ce qui prouve que cette voiture a toujours pas tapé à l'avant gauche. La partie sensible, c'est les longerons à l'arrière. Les véhicules, quand elles couraient, elles avaient des pneus racing assez larges.
des suspensions fermes, et sur des voitures qui étaient de série, qui n'avaient pas été préparées pour la compétition, on avait une déformation des longerons arrière. Donc vérifier les longerons arrière par rapport à la liaison de plancher arrière, si c'est bien en alignement. Et ensuite, bon, visuellement, bien vérifier toute la partie inférieure, plancher pour voir si on n'a pas de tôle froissée. Faire attention parce qu'aussi on a aussi sur les 5 turbos des petits défauts de corrosion. Sur la R5 Turbo, la première génération de 5 Turbo 81-82, les ouvrants, pour ce qui est des portes et du hayon, c'est en aluminium. Le pavillon, lui aussi, est en aluminium. Donc pour vérifier si c'est une 1, une 2, éventuellement si ça a été une 2 qui a été maquillée, bon, il suffit de prendre un aimant et de voir si l'aimant colle sur le pavillon. Si l'aimant ne colle pas, c'est que vous avez de l'aluminium. Les portes en alu, le hayon en alu. Sinon, pour ce qui est des ailes et du capot avant, sur les deux versions, c'est du polyester. Le moteur est équipé d'un turbo Garrett T3, qui est une ancienne génération de turbo assez gros. Il n'est pas spécialement fragile à mon avis. Par contre, il faut prendre quelques précautions d'usage, comme toutes les voitures à moteur turbo, à savoir lors de la mise en route du moteur. Il faut laisser tourner le moteur au ralenti pour que la pression d'huile arrive bien dans le turbo avant qu'on accélère. Et pareil, quand on vient de rouler à vive allure, il faut laisser refroidir un peu le moteur avant de l'arrêter. Il faut le laisser tourner quelques minutes au ralenti avant de l'arrêter. Parce que la différence de température entre la pleine charge et le ralenti est énorme à l'intérieur du turbo. Le moteur est équipé d'une injection Bosch K-Getronic. C'est une injection très fiable. Les précautions sur cette voiture sont la filtration de l'essence essentiellement, ainsi que les pompes de gavage qui sont dans les réservoirs. Les pompes de gavage sont assez sensibles, il faut les vérifier régulièrement, ainsi que il faut changer régulièrement le filtre à essence. Le silencieux d'échappement donne une très belle sonorité au moteur. Par contre, le collecteur est fragile puisqu'il devient rouge lors de l'utilisation du moteur et qu'en plus, il supporte le turbo. La boîte de vitesse est la boîte 369 de chez Renault. Elle est dérivée de la Renault 30. Elle est très solide, ainsi que les transmissions de cardan qui sont aussi très solides, puisque largement dimensionnées. Par contre, l'embrayage est assez sensible, surtout dans sa commande hydraulique, puisque la température est très forte et il vaut mieux utiliser un liquide d'embrayage haute température. Ce moteur ne nécessite pas un entretien particulier. Il faut simplement régler les culbuteurs tous les 15 000 km. Par contre, il faut faire la vidange très régulièrement, en utilisant de l'huile de synthèse de préférence, et ainsi que changer les bougies, aussi régulièrement utiliser des bougies spécifiques à ce moteur turbo. La cote d'une R5 Turbo, pour la première génération, il faut compter entre 100 et 120 000 pour une belle auto. Ne pas hésiter de mettre un petit peu plus si vraiment la voiture est exceptionnelle. La Turbo 2, il faut compter entre 80 et 100 000 toujours pour une belle voiture. Et en cas de doute, ne pas hésiter à contacter un professionnel, un club ou un expert automobile. Voici donc l'histoire de celle qui est parvenue à succéder à la berlinette alpine et qui a réussi à devenir un mythe à son tour. Depuis 15 ans, la Renault 5 Turbo attend toujours une descendance à sa hauteur.